Avez-vous déjà ressenti un frisson vous parcourir l'échine, un sentiment de malaise vous indiquant que quelque chose ne tourne pas rond, comme si le sol se dérobait sous vos pieds? C'est le sentiment de la suspicion, le doute insidieux que la femme que vous aimez pourrait vous être infidèle. C'est une pensée douloureuse que l'on repousse, espérant qu'il ne s'agit que de notre imagination. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Que faire s'il existe des signes subtils, des murmures d'infidélité que nous avons ignorés? C'est une vérité difficile à affronter. Personne ne veut croire que son partenaire pourrait le trahir. Pourtant, faire l'autruche ne fera pas disparaître le problème. En réalité, cela pourrait l'aggraver. Plus l'infidélité s'envenime, plus la blessure qu'elle crée est profonde. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Nous allons plonger dans l'inconfortable pour exposer les signes d'infidélité que vous pourriez manquer. Il ne s'agit pas d'alimenter la paranoïa. Il s'agit de vous donner les connaissances, la capacité de voir clair et d'agir de manière décisive. Notre voyage commence par une histoire, un récit vieux comme le monde. Nous allons rencontrer un homme, notre héros, aveuglé par l'amour mais hanté par le doute. Il soupçonne sa partenaire d'être infidèle, mais cette pensée le terrifie. Il est déchiré entre le désir de connaître la vérité et la peur de ce qu'il pourrait découvrir. Son objectif est simple, découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Mais il se heurte à un mur de déni, de peur et d'inconnu. Il aime cette femme, mais les signes, ces subtils indices d'infidélité, se font de plus en plus forts. Il a besoin de courage, de la force d'affronter ses peurs et la possibilité d'une trahison. Il a besoin de sagesse, de la capacité d'interpréter les signes et d'en comprendre le sens. Et il a besoin d'un plan, d'une stratégie pour naviguer dans ce champ de mines émotionnelles. Au cours des prochaines minutes, nous allons marcher aux côtés de notre héros, en lui fournissant les outils dont il a besoin pour découvrir la vérité. Nous allons explorer les signes révélateurs de l'infidélité, ces indices subtils qui passent souvent inaperçus. Nous vous doterons des mêmes outils, vous permettant de faire face à vos propres défis avec courage et lucidité. Notre héros, appelons-le Marc, est un homme pris dans une toile d'amour et de suspicion. Il est tombé éperdument amoureux de sa partenaire, Lisa. Leurs débuts ont été un tourbillon de romance, rempli de rires, de rêves partagés et d'un amour qui semblait indestructible. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Les rires sont moins fréquents, les silences plus longs, et Lisa semble distante, préoccupée. Au début, Marc a attribué ces changements au stress, à la pression du travail ou simplement à une fluctuation naturelle de leur relation. Pourtant, le doute persiste, une petite voix lui chuchotant à l'oreille, semant les graines de la suspicion. Il remarque de petites choses, une odeur persistante d'eau de Cologne qui n'est pas la sienne, une soudaine protection de son téléphone, une lueur de culpabilité dans ses yeux lorsqu'il la surprend. Marc est aux prises avec ses soupçons. Il aime profondément Lisa et l'idée qu'elle puisse le trahir est insupportable. Il construit des murs de déni, s'accrochant désespérément aux souvenirs de leur amour, de la femme qu'il pensait connaître. La peur d'être blessé, d'avoir le cœur brisé, est paralysante. Il a peur d'affronter Lisa, peur de ce qu'il pourrait découvrir, peur de briser l'illusion de leur bonheur. Il se dit qu'il est paranoïaque, qu'il se fait des idées, que les signes ne sont que le fruit de son imagination. Mais au fond de lui, une partie de lui sait qu'il ne peut pas ignorer ces signaux d'alarme éternellement. Le poids de ses soupçons est un lourd fardeau à porter qui jette une ombre sur leur relation.
Malgré sa peur, Marc ressent un besoin croissant de clarté. Il ne peut plus vivre dans cet état d'incertitude. Les murs du déni commencent à s'effondrer à mesure que les signes de l'infidélité de Lisa se font plus fréquents, plus difficiles à ignorer. Un soir, alors que Lisa est sous la douche, Marc remarque que son téléphone s'allume avec un message. Il sait qu'il ne devrait pas regarder, mais la tentation est trop forte. Son cœur s'emballe en lisant le message, un texto affectueux provenant d'un numéro inconnu. Marc a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. La vérité, ou du moins un aperçu de celle-ci, le regarde en face. Il ressent une vague de colère, de trahison et une profonde tristesse. Il réalise qu'il ne peut plus se cacher de cela. Il doit agir, affronter Lisa et découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'un des signes les plus révélateurs de l'infidélité est un changement dans les habitudes de communication. Le fleuve de la conversation, autrefois fluide, se réduit à un mince filet d'eau. Le partage intime des pensées, des rêves et des peurs s'amenuise, remplacé par des bavardages superficiels ou pire, par un silence pesant. Vous souvenez-vous de ces conversations nocturnes, des secrets murmurés et des rires partagés? Ils ne sont plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une distance émotionnelle croissante. Votre partenaire peut sembler distant, distrait ou simplement désintéressé par une conversation significative. Vous remarquerez peut-être que votre partenaire est prompt à mettre fin aux conversations concernant sa journée, ses sentiments ou, plus révélateur encore, ses allées et venues. Il fournit des réponses vagues, esquive vos questions ou se met sur la défensive, vous accusant d'être contrôlant ou suspicieux. Cette rupture de la communication est un signal d'alarme, un signe que votre partenaire est peut-être émotionnellement investi ailleurs. Il partage peut-être ses pensées et ses sentiments avec quelqu'un d'autre, vous laissant peu de place dans son paysage émotionnel. À mesure que l'infidélité prend racine, il n'est pas rare que votre partenaire devienne de plus en plus insaisissable. Il peut développer un besoin soudain et inexpliqué d'espace ou de temps seul. Son emploi du temps, autrefois prévisible, se remplit de rendez-vous vagues, de courses nocturnes ou de voyages d'affaires impromptus qui semblent coïncider avec votre absence. Vous avez l'impression de courir après un fantôme, toujours à un pas derrière, incapable de cerner ses allées et venues. Ces explications sont souvent bancales, manquent de détails et sont livrées avec une bonne dose d'irritation ou de défensive. Vos tentatives pour vous rapprocher, pour passer du temps de qualité ensemble, se heurtent à de la résistance, à des excuses, voire à de la colère. Le calendrier autrefois partagé, témoin de vos vies liées, devient une source de secrets et de suspicion. Cette nouvelle tendance à l'esquive est un signe clair que quelque chose ne va pas. Votre partenaire crée une distance, à la fois physique et émotionnelle, se taillant une place dans sa vie où vous n'êtes pas le bienvenu. À l'ère numérique actuelle, nos téléphones sont devenus des extensions de nous-mêmes, des dépositaires de nos secrets, de nos désirs et souvent de nos trahisons. L'infidélité laisse ses empreintes sur nos appareils, des murmures dans le vent numérique difficiles à ignorer. Vous pourriez remarquer que votre partenaire devient excessivement protecteur envers son téléphone, le gardant toujours à portée de main, face cachée ou protégé par un mot de passe. Il peut se recroqueviller lorsque vous vous approchez, son langage corporel criant « n'y pensez même pas ». Soyez attentif à son comportement en ligne. Est-il constamment collé à son téléphone, son visage illuminé par la lueur révélatrice des réseaux sociaux? Ces paramètres de confidentialité sont-ils soudainement devenus dignes de Fort Knox, son activité en ligne étant plongée dans le secret? Ces signaux d'alarme numérique sont souvent accompagnés d'un changement dans la personnalité en ligne de votre partenaire.
Il peut adopter une nouvelle identité en ligne, plus séductrice, engager des conversations suggestives ou passer un temps excessif à interagir avec une personne en particulier. Notre odorat est puissamment lié à la mémoire et aux émotions. Il n'est donc pas étonnant que l'odeur de la trahison soit souvent l'un des premiers signes d'infidélité à déclencher l'alarme. Vous pourriez remarquer une odeur persistante d'eau de Cologne ou de parfum qui n'est pas la vôtre. Un rappel subtil mais indéniable que votre partenaire a été physiquement proche de quelqu'un d'autre. Il peut rentrer chez lui après ses virées nocturnes en sentant légèrement la cigarette, l'alcool ou même une lessive différente. Ces indices olfactifs s'accompagnent souvent d'un changement dans les habitudes de toilette de votre partenaire. Il peut commencer à accorder plus d'attention à son apparence, à s'habiller pour impressionner ou à prendre des douches plus fréquentes, comme s'il essayait d'effacer les preuves de son infidélité. Si un changement d'odeur ou d'habitude de toilette n'est pas une preuve irréfutable d'infidélité, c'est un signal d'alarme qui justifie une enquête plus approfondie. C'est le signe que votre partenaire investit du temps et de l'énergie dans son apparence physique, peut-être au profit de quelqu'un d'autre. Les signes sont là, les murmures se transforment en cris. La possibilité de l'infidélité de votre partenaire, autrefois une ombre fugace, prend désormais une ampleur considérable, jetant un nuage sombre sur votre monde. C'est une prise de conscience douloureuse, une pilule amère à avaler. Le stoïcisme, dans sa sagesse antique, n'offre pas de réponse facile, ni de solution miracle. Il ne vous dit pas d'ignorer la douleur ou de faire comme si elle n'existait pas. Au contraire, il vous encourage à faire face à la vérité, aussi brutale soit-elle, avec courage et acceptation. Cela ne signifie pas que vous cautionnez l'infidélité ou que vous minimisez la trahison. Il s'agit de reconnaître que cette expérience douloureuse est entrée dans votre vie et d'essayer de contrôler votre réponse émotionnelle ne fera qu'amplifier votre souffrance. Le stoïcisme vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais seulement les vôtres. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. C'est la compréhension simple mais profonde que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous ne pouvons pas contrôler la météo, le passé ou les choix des autres. Face à l'infidélité, ce principe est à la fois un réconfort et un appel à l'action. Vous ne pouvez pas contrôler la décision de votre partenaire de vous tromper, pas plus que vous ne pouvez réécrire le passé, ruminer ces choses, vous laisser consumer par la colère, le ressentiment ou l'apitoiement sur soi ne fera qu'aggraver vos blessures. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Vous pouvez choisir votre façon de réagir à cette situation, de gérer vos émotions et d'aller de l'avant. Le stoïcisme vous encourage à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, sur des choix qui s'alignent sur vos valeurs et vos principes. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le seul bien et que la vertu se forge dans le feu de l'adversité. L'infidélité, malgré toute sa douleur et sa destruction, peut être un catalyseur inattendu de croissance, un creuset dans lequel votre caractère est mis à l'épreuve et affiné. Cela ne veut pas dire que l'infidélité est une bonne chose ou qu'il faut la rechercher. Il s'agit simplement de reconnaître que même dans les moments les plus sombres, il existe des possibilités de croissance. En relevant ce défi avec courage, honnêteté et intégrité, vous en sortirez plus fort, plus sage et plus résilient. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à supprimer vos émotions ou à devenir un robot insensible. Il s'agit de vivre pleinement la gamme des émotions humaines. Joie, tristesse, colère, amour, sans se laisser contrôler par elles. Il s'agit de trouver la paix et la force en soi, même lorsque le monde qui vous entoure semble s'effondrer.
Armé de ces observations et le cœur lourd d'appréhension, Marc sait qu'il ne peut plus garder le silence. Les signes sont trop nombreux, les murmures trop forts pour être ignorés. Il décide d'affronter Lisa, de lui faire part de ses soupçons et d'exiger la vérité. La confrontation est lourde de tension, une danse délicate entre accusation et désespoir. Lisa, prise au dépourvu, nie tout en bloc. Elle accuse Marc d'être paranoïaque, de laisser libre cours à son imagination. Ses paroles sont comme des flèches empoisonnées, transperçant les fragiles vestiges de sa confiance. Pourtant, Marc persiste, présentant les preuves qu'il a rassemblées. L'odeur d'une eau de Cologne inconnue, les messages nocturnes, les incohérences dans ses récits. Il parle avec un calme mesuré qui contraste avec le tumulte qui fait rage en lui. Deuxième partie. Le labyrinthe des mensonges. Les dénégations de Lisa commencent à s'effondrer sous le poids des preuves de Marc. Mais au lieu de passer aux aveux, elle se réfugie davantage dans un labyrinthe de mensonges, inventant des histoires de malentendus, d'amitiés innocentes et d'engagements professionnels qui l'ont retenue tard. Chaque mensonge est un éclat de verre tranchant qui s'enfonce un peu plus dans le cœur déjà blessé de Marc. Il est pris au piège d'un dédale de tromperie, incertain de ce qu'il doit croire, à qui faire confiance. Son amour pour Lisa, autrefois un phare d'espoir, lui semble désormais être une cruelle plaisanterie. Plus Marc cherche à connaître la vérité, plus les mensonges de Lisa deviennent élaborés. Elle tisse une toile de tromperie si complexe, si convaincante, que Marc lui-même commence à douter de sa propre santé mentale. Troisième partie. Le poids du monde. Le poids de la trahison de Lisa et le tribut émotionnel de sa tromperie constante deviennent presque insupportables pour Marc. Le sommeil n'offre aucune échappatoire, hanté par des cauchemars de trahison et par la peur glaciale que sa vie ne soit bâtie sur un tissu de mensonges. Le monde qui l'entoure semble perdre de son éclat. Les couleurs paraissent ternes, les sons feutrés, comme si un épais brouillard était tombé, obscurcissant tout ce qui lui était familier et réconfortant. Les choses qu'il aimait autrefois, les passions qui enflammaient son âme, lui semblent désormais vides et dénuées de sens. Ses amis et sa famille, bien que solidaires, lui prodiguent des conseils bien intentionnés qui sonnent creux à ses oreilles. Leurs paroles, censées le réconforter et le rassurer, ne font qu'amplifier son sentiment d'isolement. Il se sent totalement seul, perdu dans un océan de douleur et d'incertitude. Quatrième partie. Une lueur d'espoir. Malgré la douleur écrasante et la lutte constante pour donner un sens à son monde brisé, Marc trouve la force dans les enseignements du stoïcisme. Il s'accroche au principe d'acceptation et de contrôle, se rappelant qu'il ne peut pas changer les actions de Lisa, mais seulement sa réaction à celle-ci. Il trouve du réconfort dans les paroles de Marc Aurèle, qui écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ces paroles deviennent son mantra, une bouée de sauvetage dans la tempête de ses émotions. Il commence à comprendre que la véritable force ne réside pas dans le fait de s'accrocher à un amour qui l'a trahi, mais dans le fait de trouver le courage de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il réalise qu'il mérite l'honnêteté, le respect et l'amour, et qu'il ne se contentera de rien de moins. Le parcours de Marc, aussi douloureux soit-il, a été un voyage d'apprentissage profond. Le stoïcisme, autrefois une philosophie qu'il admirait de loin, est devenu son guide, éclairant le chemin à travers les ténèbres de la trahison. Il a appris que s'accrocher à la colère et au ressentiment ne fait que prolonger sa souffrance.
c'est comme boire du poison en s'attendant à ce que l'autre personne meure. Laisser aller l'amertume, le besoin de faire payer Lisa pour ses actes, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Cela ne signifie pas qu'il cautionne l'infidélité de Lisa ou qu'il prétend qu'elle ne s'est pas produite. Cela signifie accepter qu'elle s'est produite, qu'il ne peut pas changer le passé, et choisir de concentrer son énergie sur sa guérison et son avenir. Le lâcher-prise est un processus, et non un interrupteur que l'on peut actionner à volonté. Il y aura des jours où la colère et la douleur referont surface, menaçant de le faire replonger dans l'abîme. Le stoïcisme enseigne que le vrai bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs tels que les actions des autres. Il vient de l'intérieur, du fait de vivre une vie vertueuse guidée par la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Marc réalise que sa valeur et son droit au bonheur ne sont pas déterminés par les choix de Lisa. Il commence à reconstruire sa vie, brique par brique douloureuse. Il renoue avec des passions délaissées, redécouvre la joie des plaisirs simples et s'entoure de personnes qui l'aiment et le soutiennent inconditionnellement. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses émotions et ses actions. Guérir prend du temps. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Mais Marc se souvient du principe stoïcien d'amor fati, d'aimer son destin, d'embrasser le bien et le mal avec la même mesure. Il considère son expérience non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de croissance, une chance de devenir une version plus forte, plus sage et plus compatissante de lui-même. Le parcours de Marc témoigne du pouvoir de la vulnérabilité. En s'autorisant à ressentir la douleur de la trahison, à affronter ses peurs et ses insécurités, il est sorti des décombres de sa relation plus fort et plus conscient de lui-même. Il a appris que la véritable force ne réside pas dans le déni de nos émotions, mais dans leur acceptation totale, en nous autorisant à être vulnérables sans craindre le jugement. Le stoïcisme, souvent interprété à tort comme une philosophie de suppression émotionnelle, nous encourage en réalité à gérer nos émotions de manière saine et constructive. Il nous enseigne à reconnaître notre douleur, à nous asseoir avec notre inconfort et à sortir du feu de l'adversité avec un sentiment renouvelé de but et de résilience. L'histoire de Marc nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les actions des autres, ni limités par les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons le pouvoir de choisir notre réponse, de trouver un sens à notre souffrance et de sortir des ténèbres plus forts qu'auparavant. La voie du stoïcisme n'est pas un chemin facile. Elle exige du courage pour affronter nos peurs, de la discipline pour maîtriser nos émotions et de la sagesse pour naviguer dans les complexités de la vie. Mais les récompenses sont incommensurables, une vie de sens, de résilience et de paix intérieure. Alors que nous laissons Marc poursuivre son voyage de guérison et de découverte de soi, nous vous invitons à vous engager sur votre propre voie stoïcienne. Explorez les enseignements d'Épictète, de Marc Aurèle et de Sénèque. Adoptez les principes d'acceptation, de contrôle et de vertu. Et n'oubliez pas que vous n'avez pas à parcourir ce chemin seul. Il existe une communauté dynamique de stoïciens, anciens et modernes, prêts à offrir soutien, conseils et inspiration. Rejoignez-nous dans ce voyage d'amélioration personnelle et découvrez le pouvoir transformateur du stoïcisme dans votre propre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez approfondir le monde du stoïcisme, ne manquez pas notre dernière vidéo, la conscience stoïcienne, dans laquelle nous explorons les applications pratiques des principes stoïciens dans la vie quotidienne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur le stoïcisme, la résilience et l'art de vivre une vie riche de sens.